Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. Coucou, alors j'aime beaucoup ce titre-là parce que je trouve que ça ramène vraiment deux situations, va, vol et dealer, que la vie est possible là-bas en ayant toujours un œil au pays, ou dealer que c'est complètement possible de rentrer, d'être heureux et de faire une vie là-bas comme moi. Donc je trouve que le lien, je préfère beaucoup plus ce titre-là que le premier. J'aime beaucoup. Bravo Grégo, bonne idée. Je voulais consacrer un épisode de Migraphone au sujet des migrations des personnes venant d'outre-mer vers la métropole. Depuis que je suis en France, j'ai pas mal échangé avec quelques ultramarins, notamment venus de la Réunion et de Guadeloupe. Et j'ai l'impression que, bien que ces personnes soient des citoyens et des citoyens français, françaises, leur expérience, leur situation de vie ressemble sur pas mal de points à la situation d'autres migrants et migrantes. Je pense notamment aux raisons de départ, à l'éloignement géographique, à certains enjeux en lien avec la langue. Mais il y a aussi l'expérience d'être perçus comme des étrangers, ainsi que le vécu des discriminations raciales. Et enfin, l'histoire coloniale de ces territoires qui ont été colonisés par la France. En plus, ces migrations sont nombreuses. Selon une étude de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, en 2008, on comptait 365 000 natifs et natives des départements et des régions d'outre-mer résidant en France métropolitaine. Ce qui fait qu'un Antillais sur 4 et un Réunionnais sur 7 habitent en métropole. C'est cette expérience migratoire des originaires d'outre-mer qu'on a voulu interroger dans cet épisode, que nous avons pensé et construit ensemble avec un ami, le complice de l'épisode, Greg, qui vient de Guadeloupe. Vous allez donc entendre dans cet épisode la sociologue Marine Haddad, que nous avons interrogée avec Greg, et les chercheuses à l'Institut national d'études démographiques et spécialistes des migrations d'outre-mer. Mais je vous invite d'abord à écouter nos échanges avec Greg et Yasmina, une amie à lui, qui, elle, vient aussi de Guadeloupe, et dont la voix vous avez entendue juste tout à l'heure, en avant-introduction. C'était un petit extrait sonore WhatsApp, issu de notre travail commun de préparation de l'épisode avec les personnes concernées, et qui est, je le suis convaincue, est indispensable pour bien appréhender le sujet. Salut Greg. Hello. Alors toi et moi, on s'est rencontrés il y a peut-être un an autour d'un sport qu'on pratique ensemble, l'escalade. Ouais. Et maintenant, on partage bien plus que l'amour pour l'ascension et la roche. D'ailleurs, ce travail commun pour cet épisode me permettra de mieux te connaître et c'est aussi précieux. Ouais, on est là pour ça. On est là pour ça, yes. En plus, Greg, quand on a commencé à travailler sur l'épisode, tu m'as très vite proposé d'échanger pas seulement avec toi, mais aussi avec une amie à toi, Yasmina, Oui. qui est avec nous. Bonjour Yasmina. Bonjour. Salut Yas. Salut. Aussi, avant de commencer à vous poser des questions, on voudrait aussi savoir comment vous connaissez, d'où vous connaissez. Effectivement, on se connaît depuis pas longtemps en réalité, avant que on décide de venir en métropole. On s'est rencontrés sur une plage pendant les vacances. On avait des amis en commun. On a gardé le lien puisqu'on savait déjà à l'époque que l'on allait se revoir en fait en métropole, puisqu'on avait déjà prévu d'y partir. Donc on a eu un petit groupe d'amis qui ont voyagé en même temps de la Guadeloupe vers la métropole et on a continué à se côtoyer, s'apprécier et faire des activités en commun pendant un certain temps. Et ça nous a, je pense, en tout cas dans mon cas, énormément permis de m'adapter à ce changement qui a été difficile sur certains points, en tout cas facilité par le fait de connaître ce groupe d'amis et notamment Yasmina. C'est vrai.
Je confirme. Je rajouterais juste que, effectivement, c'est important d'avoir une base. Quand on part, on quitte tout ce qu'on connaît et un mode de vie qu'on a, de la famille, etc. Et donc, quand on parle comme ça en groupe, c'est vrai qu'on s'est peut-être pas rendu compte sur le moment, mais qu'on se crée, en fait, une espèce de base d'amitié qui fait qu'on sait, la famille qu'on a laissée là-bas, on s'en est construite une pour partir. C'est vrai. C'est ça. Oui, c'est des liens précieux quand on arrive dans un endroit qu'on connaît pas. Ouais. On en a besoin. Même si on n'était pas forcément basés aux mêmes endroits, mais avec le fait de pouvoir se parler un petit peu par les réseaux, par exemple, ou faire des fêtes de temps en temps ensemble, ou juste des sorties, découvrir des choses, ça a énormément apporté, parce que on en parlera sans doute un peu plus tard dans l'épisode, mais le changement en fait de lieu géographique n'est pas la seule difficulté. Il y a quand même tout un changement culturel qu'il faut comprendre, apprendre, et ça fait. C'est ça. Il faut s'accrocher, quoi. C'est pas si évident que Ouais. ça. Justement, je pense, j'ai quelques questions pour vous tout à l'heure sur ce sujet. Mais d'abord, peut-être vous pourriez vous présenter rapidement, juste dire quelques mots sur vous, qui vous êtes. Alors moi, je suis Grégory Onestas. Je suis à Lyon depuis à peu près 6 ans maintenant. C'est une ville que j'adore. J'ai voyagé quand même partout en France de par mon travail, donc je suis ingénieur et particulièrement consultant, donc ce qui me permet de travailler pour des clients qui sont un peu basés partout. Ça m'a permis de comprendre justement ma nature nomade, qui a commencé, je pense, le jour où je suis parti de la Guadeloupe. Je m'en rendais pas encore compte, mais en tout cas, oui, je pense que c'est vraiment là où ça a commencé. Et j'y ai vécu aussi sur Paris, avant d'arriver sur Lyon. Ça s'est plutôt bien passé. Mais initialement, je suis originaire de la Guadeloupe, où j'ai vécu toute mon enfance. Et jusqu'à mon adolescence et la fin de mes études, où à un moment, il a fallu que je vienne en métropole. Si on peut en parler rapidement, c'était pas forcément mon premier choix, mais finalement, je pense que j'ai pas particulièrement de regrets sur le déroulement de ma vie à ce niveau. Alors moi, je suis Yasmina Norval, j'ai 36 ans, je suis conseiller bancaire depuis 10 ans maintenant. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, je suis la plus grande, j'ai un frère et une sœur, mes parents sont mariés, je suis originaire de la Guadeloupe, comme Greg. Voilà, moi aussi j'ai fait le choix. C'était pas un choix de partir, c'était, on va dire, une nécessité. Mais au final, ça s'est bien passé. J'en retiens un côté qui reste très positif. Voilà, pour me présenter. Et j'ai un petit garçon de 3 ans. Et moi, une petite fille Oui. de 15 mois. D'accord. Et je voudrais que vous parliez de vous, de vos parcours, notamment de votre parcours de migration vers la métropole. Est-ce que vous voudrez commencer par dire quelques mots sur votre enfance, sur votre contexte de vie en Guadeloupe? De mon côté, mes parents, ils sont... alors, ma mère, elle est comptable, issue d'une famille où il y a beaucoup de comptables. D'ailleurs, ça a été un moment une possibilité de carrière pour moi. Et mon père, en fait, il est contremaître dans une usine. C'est globalement, en fait, il s'occupait d'organisation des travaux au niveau de cette usine. Donc, une famille, on va dire, de classe moyenne. J'ai eu une enfance et une adolescence et d'une manière générale une éducation correcte dans des écoles plutôt bonnes. J'ai pas de soucis à ce niveau. Et effectivement, au niveau des études, j'étais plutôt bien et je me suis organisé correctement avec des bonnes notes et qui me permettaient en fait une poursuite des études longues. La seule chose, c'est qu'à un moment, on arrive à un plateau au niveau des choix d'études en Guadeloupe. Je ne pouvais pas continuer avec ce que j'avais choisi, donc des études d'ingénieur en Guadeloupe. C'est ce qui est en partie normal puisqu'il n'y a pas forcément toutes les opportunités là-bas. Mais à un moment, j'ai essayé de trouver des façons de pouvoir terminer mes études en Guadeloupe et éventuellement travailler rapidement sur place. Et après avoir vu toutes les options qui m'étaient proposées, je me suis rendu compte que tôt ou tard, il fallait que je parte vers la métropole. Et toi, Yasmina, tu as déjà commencé à dire quelques mots sur ta famille aussi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Oui, donc ma mère était assistante de direction. Mon père dirige une entreprise, il a une société de télécommunications. Donc tout ce qui est téléphonique, donc c'est lui qui relie les câbles téléphoniques aux nouveaux bâtiments, etc. Donc au début, ma mère travaillait dans une société en tant qu'assistante de direction. Ensuite, elle a arrêté son activité pour se consacrer avec mon père à la société. Donc elle s'occupe de tout ce qui est administratif au niveau de la société. De mon côté, au niveau de mon enfance, donc ça s'est très bien passé. La particularité que j'ai, c'est que j'ai grandi au début chez mes grands-parents, parce que mon père a longtemps vécu en Guyane. Donc du coup, j'ai passé une bonne partie de mon enfance chez mes grands-parents, que je considère comme mes parents. J'ai grandi avec mes oncles et tantes, mes oncles surtout, parce qu'il y a que des hommes. Et là aussi, ça s'est très bien passé. On a toujours été très proches. Alors quand je dis mes grands-parents, c'est les grands-parents du côté de ma mère. Ensuite, mon père est revenu de Guyane, et là, on a emménagé, on est rentré dans notre maison avec mon frère à l'époque. Ma sœur est arrivée un petit peu plus tard, donc elle n'a pas connu cette partie-là. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai une enfance qui est plutôt normale. On est très famille de notre côté, donc je suis très proche de mes grands-parents également, ce qui peut-être aussi a joué dans mon retour. On pourra en parler après. Et voilà, famille de classe moyenne également, comme Greg, et des études qui ont commencé en Guadeloupe, et que j'avais bien envie, comme lui, je pense qu'on a pour beaucoup le même discours, que j'aurais bien aimé terminer en Guadeloupe, parce que j'envisageais pas forcément de partir, mais à un moment donné, on se dit que voilà, soit on veut se mettre toutes les chances de son côté, ou soit on veut partir sur des choses dont on n'avait pas envie, dont on n'avait pas rêvé, et faut se donner ces opportunités, surtout quand on est jeune, en fait. Ouais. D'accord. Et Yasmina, quand tu as dit que c'était pas un choix de partir à Métropole, peux-tu en dire plus? Alors c'était pas un choix parce que, en réalité, de mémoire, je n'y pensais pas. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'avais prévu de faire un DUT qui se trouvait en Guadeloupe. Donc, j'ai été admise, donc j'ai eu mon DUT. Et c'est au bout du DUT que je me suis dit, mais j'ai pas forcément envie de travailler tout de suite. J'aurais bien voulu continuer mes études, mais qu'est-ce que je peux faire? En regardant les possibilités que j'avais, je me suis rendu compte que je voulais pas partir à l'université parce que pour moi c'était trop général, que j'avais envie d'être dans quelque chose qui soit un peu plus spécialisé dans ce que j'avais commencé. Et là, voilà, on est obligé de se dire, j'ai pas le choix, faut que je parte. Et là, vraiment, ça commence à travailler, et on commence à avoir le stress du quoi, il faut que je quitte ma famille, il faut que je quitte ma chambre, je quitte mes frères et sœurs, je quitte mes cousins, mes cousines, comment je vais faire, enfin voilà. Là, il y a un vrai travail qui commence à se faire de, oui, qu'est-ce que ça va être? En fait, j'en avais pas envie. Concrètement, j'en avais pas envie, j'étais dans un confort, j'étais entourée, j'étais appuyée, donc voilà. D'accord. Est-ce que je peux rajouter deux trucs par rapport au discours de Yasmina? C'est la première chose, c'est que les cellules familiales où on vit chez les grands-parents est très récurrente en Guadeloupe. Moi aussi j'ai été comme ça, où j'ai vécu avec ma grand-mère, et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage où ça a été la même chose. Et l'autre point aussi, je sais pas si tu as eu ce discours, Yasmina, c'est qu'au moment où on est parti, on s'est dit qu'on part pour revenir très rapidement. C'est-à-dire qu'on finit les études. Exactement. Et on essaie de revenir dès la fin des études. Et ça a été vraiment mon discours au moment de mon départ et ma volonté pendant un certain temps. D'accord. Mais donc tous les deux, en fait, au final, vous avez fait ce choix de départ, qui était un choix aussi un peu imposé pour les raisons des études. Oui. Exact, oui. Et Yasmina, c'était quelle formation que tu devais suivre? Alors moi, je voulais faire une licence. Je voulais faire une licence en gestion que j'avais pas en Guadeloupe. J'ai voulu du coup partir en Île-de-France parce que j'avais un oncle, le frère de ma mère, qui était là-bas et qui m'avait dit oui, tu viendras à la maison, etc. Voilà. Donc j'avais, on va dire, un pied à terre, comme on dit. Là-bas, donc j'ai cherché une école. J'ai voulu faire de l'alternance
Donc je suis partie dans ce but-là en me disant voilà, j'ai trouvé l'école, je suis admise. En fait, les écoles en alternance, vous êtes admis de manière automatique sous réserve de trouver un employeur. Donc je suis partie de bonne foi et toute naïve. Voilà, j'ai trouvé mon école. L'Île-de-France, c'est immense. Je vais forcément trouver un employeur. Ça va bien se passer. J'ai mon oncle qui est là en soutien. Mon oncle, je précise que c'était comme mon frère, j'ai grandi avec lui parce que c'est le frère de ma mère, donc j'ai grandi chez mes grands-parents jusqu'à on va dire mes 10-11 ans, donc j'ai grandi avec lui, hein, donc c'est vraiment comme un frère. Il vivait avec sa femme, sa compagne, on va dire à l'époque. Et donc voilà, c'était rassurant pour moi de me dire que voilà, je serais pas seule. Et puis comme Greg il disait, on avait déjà un groupe d'amis, donc on était tous en Île-de-France, donc on savait à peu près où on était et on était restés en contact. Donc ça, ce côté-là était déjà rassurant. Et quand je suis arrivée là-bas, voilà, après la désillusion, c'est de se dire que ça a beau être immense l'Île-de-France, on trouve pas un employeur en claquant des doigts. Il y a aucun employeur qui serait là en train de t'attendre. Et la rentrée, c'est dans 4-5 semaines et c'est bien plus compliqué que ce qu'on pensait. Et t'as pu finalement trouver un employeur? Et finalement, je n'ai pas trouvé d'employeur. N'ai pas trouvé d'employeur. Donc, je me suis retrouvée, donc, plan B, une école à Brive-la-Gaillarde. Rien à voir avec l'Île-de-France, hein. On est à près de 500 kilomètres de l'Île-de-France. Donc, j'étais à Brive-la-Gaillarde pour faire ma licence, mais en cursus normal, hein, sans alternance. Donc, j'ai passé mon année d'études là-bas. À Brive-la-Gaillarde, c'est à côté de Limoges. Et donc voilà, j'ai passé mon année d'études là-bas, là où je pensais que j'allais aller assez proche de ma famille, de mon groupe d'amis, on va dire. Finalement, je me suis éloignée de tout le monde. Encore dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance parce que j'avais une copine sur place avec qui j'avais fait mon DUT en Guadeloupe. Donc on était voisines d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai trouvé un appartement parce qu'on était voisines de palier. Donc j'étais pas encore une fois toute seule, mais on était dans l'école, on était 4 Antillais quoi. 4 Antillais, donc voilà, ça fait un gros changement. Là où en Île-de-France, on est une communauté où c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai vraiment connu un petit peu. Alors, j'ai envie de dire la solitude. Non, je pense qu'il y a pire en termes de solitude parce que j'avais quand même une vraie copine, hein, pas quelqu'un que j'ai connu, mais une vraie copine sur place. Donc, on se soutenait. Mais c'est vrai que c'était pas le plan de base. Là, on se sent un petit peu isolé. Donc ouais, ça c'est plus difficile sans ce soutien des personnes issues aussi de Guadeloupe. Exactement. Que t'avais en Île-de-France. D'accord. Ouais. Oui. Et toi, Greg, comment ça s'est passé ton départ, ton arrivée en France métropolitaine? Moi, de mon côté, c'était vraiment la toute première fois que je quittais ma famille. Et même que je vivais tout seul, j'avais pas du tout, en fait, ces notions d'autonomie. Ne serait-ce que pour savoir se faire à manger. Hein. J'ai dû apprendre juste avant mon départ à faire cuire des pâtes. Ça, c'est les problèmes des hommes, hein, de la socialisation masculine. Je pense. Oui. Bon, je suis peut-être un peu plus vieux que vous, donc ça doit être quoi. Yasmina, t'as pas eu de problème avec ça? Non, j'ai pas eu de problème avec ça parce que pendant mes 2 premières années d'études, j'étais déjà pas à la maison. Donc j'étais en Guadeloupe, mais j'avais mon petit appartement à côté donc voilà, je vivais déjà seule. D'accord. Bon, ceci dit, en fait, pour la défense de ma famille, on était 3 frères à la maison. Et c'est vrai que mon second frère, Fabien, lui, il sait faire à manger et il est autonome depuis longtemps. C'est pas forcément lié au sexe. C'est plutôt, moi, où j'ai vraiment, essayé d'éviter, en fait, de me retrouver dans une situation où il fallait nourrir quelqu'un. Et de préférence, pas tu moi. préférais d'être nourri que de nourrir des gens. Oui, voilà. Mais peut-être pour la sécurité de toutes les personnes concernées. Ah oui, d'accord. Je dis ça, voilà. D'accord. Et donc voilà. Ouais. Mais arrivé donc tu t'es retrouvé
Seul, ouais. Voilà, seul, du coup, à devoir en fait apprendre à ce que c'est que de vivre tout seul, de organiser l'administratif, et etc. Donc moi, je suis pas arrivé en fait en Île-de-France, j'ai été en Normandie, à Caen plus exactement. Et je ne connaissais vraiment pour le coup personne. Et il n'y avait pas particulièrement d'Antillais. Enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré. J'ai pas eu de groupe d'Antillais ou autre derrière. Donc j'ai dû apprendre à connaître un peu toutes les personnes sur place. Et pourquoi Caen? Pourquoi Caen? Parce que c'était là où l'école était, en fait, tout simplement. D'accord. Globalement, ça s'est bien passé, mais en fait, moi, ma particularité, c'est que je sais pas si ça s'entend beaucoup là, mais j'ai un fort accent antillais, et je me suis rendu compte assez tôt en fait qu'on ne comprenait pas quand je parlais. Je parlais bien français, l'autre en face parlait français également, mais impossible pour l'autre de comprendre. Donc j'étais souvent obligé de répéter ce que je disais parce qu'on ne comprenait pas, de paraphraser, de trouver une façon de me faire comprendre. Au final, en fait, ça m'a un peu fait perdre confiance en moi, en tout cas l'envie d'aller vers les autres, et je me suis assez vite retrouvé à être plutôt dans mon coin, à faire les choses de mon côté et éviter en fait les situations de communication. Dans un premier temps, parce que justement en fait ça m'a permis de me trouver une force et de me dire ben non en fait ça je vais pas juste rester comme ça, et je vais peut-être essayer de comprendre et voir un peu peut-être en parlant plus lentement, trouver des solutions pour que on finisse par me comprendre, et etc. D'ailleurs en fait je pense que ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise justement en me bottant un peu le cul, j'ai envie de dire, en me sortant de ma zone de confort, en me disant ben il faut y aller. De toute façon, à un moment, un peu plus tard, il a fallu que j'aille à la recherche d'emploi. Donc, à l'issue, soit pour le stage ou soit par la suite. Donc, j'ai dû apprendre les codes de la vie en fait en société ici, qui sont vraiment pour le coup différents de la Guadeloupe. D'accord. Sur plusieurs points en fait. Donc voilà, je les ai appris et je les ai intégrés et j'ai pu faire avec. Mais effectivement, ça a été, en tout cas au début, ça a été assez difficile, assez solitaire. J'ai dû me reconstruire, comprendre que malgré le fait que je sois déjà jeune adulte, ben en fait, je ne savais rien du monde extérieur. Je ne voyais en fait que par le prisme éventuellement de la télévision, entre autres, hein, à l'époque. Mais je connaissais pas en fait autre chose que la Guadeloupe. Et quelque chose qui a été assez marquant pour moi, c'est la notion de race. Ça, avant la Guadeloupe, je connaissais pas en fait cette notion de race, je pense. C'est vrai, je te rejoins. C'est quelque chose en fait que j'ai vu tout de suite avec notamment cousins à moi en fait qui vivent en métropole, qui sont nés en métropole, qui tout de suite étaient en fait capables de me dire cette personne est de telle race ou celle-ci d'une autre race, etc. Alors que moi en fait je ne voyais pas du tout en fait cette notion à l'époque. J'avoue qu'on voit juste des hommes et des femmes. Et maintenant en fait je l'ai intégré, à force j'ai fini par l'intégrer et comprendre en fait effectivement cette notion de race et de hiérarchisation qui se crée en tout cas dans la société française vis-à-vis des races également. Mais ça a été vraiment nouveau pour moi et j'ai pris un certain temps avant de le comprendre et même de vouloir accepter, mais finalement c'est venu à moi en fait tout seul naturellement parce que je fais maintenant partie de cette société française. D'accord. Un petit truc aussi que j'aimerais ajouter en fait comme anecdote, c'est que pendant mes premiers mois en métropole, quand je dormais, j'étais en Guadeloupe. C'est-à-dire que mes rêves se faisaient toujours en Guadeloupe. Et les nuits en Guadeloupe, en fait, il y a le bruissement des insectes que l'on entend toutes les nuits, il faut aller là-bas pour comprendre ce que c'est, en tout cas dans les zones tropicales. Et pendant plusieurs mois, j'entendais ces bruissements d'insectes et ça me rassurait. Ouais, c'est quelque chose de très sensible. Ton corps te évoquait ces bruits-là pour te rassurer. Ouais. Pour te sentir mieux, sentir chez toi. D'accord. Exactement. Yasmina, t'as dit que ça t'évoque aussi quelque chose, le racisme, en fait, des choses voilà qu'on t'assignait aussi, comme Greg il disait, qu'on t'assignait à une autre race, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que ça te parle? Bah, je l'ai pas vécu, hein, très honnêtement, j'ai pas vraiment vécu des petites anecdotes comme ça de personnes quand ils connaissent pas, ils viennent naïvement ou peut-être méchamment, mais j'ai pas vu le mal forcément. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en métropole,
c'est là où on se rend compte, comment dire, on vous laisse pas le choix de vous rendre compte que vous êtes différent et qu'il y a que des gens qui sont différents autour de vous. Là où vous voyez, comme moi je disais, là où moi de ma petite Guadeloupe, et pourtant il y a différentes races en Guadeloupe aussi, tu es d'accord avec moi. Oui. Mais on n'a pas cette notion de se dire, un tel vient de tel endroit, un tel vient de tel endroit. Pour nous, on a des hommes et des femmes. À la rigueur, là où on pouvait faire vraiment la différence, c'est de se dire, il est noir ou il est blanc. Voilà. Mais l'entre-deux, être arabe, être chinois, honnêtement, ça n'est jamais sorti de ma bouche. À l'école, j'ai été à l'école avec origine chinoise, je ne crois pas, mais des blancs, origine caucasienne. Et jamais j'ai entendu un élève dire blanc ou dire que tu viens de France, repars en France ou quelque chose comme ça. On n'avait pas cette notion-là. Et effectivement, quand je suis arrivée en métropole, là, on a cette notion de lui, c'est un arabe. Lui, c'est un Pakistanais. Lui, c'est une Africaine. Il y a même des gens qui arrivent vous dire, toi, t'es africaine de tel endroit. Toi, t'es de tel endroit. Moi, ça m'avait un petit peu impressionné d'un côté de voir comment ça c'est devenu important, en fait, de savoir d'où vous venez. C'est ça. Parce que c'est en fonction de d'où vous venez qu'on sait comment se comporter avec vous. C'est ça. C'est bizarre, quand même. Et pour vous, on vous disait, on vous posait des questions, on vous enseignait des choses. Oui, pareil, on m'a posé la question. Et juste petite précision, je parle pas non plus de racisme. Je l'ai pas vécu comme un racisme envers ma personne, mais plutôt d'une organisation. C'est-à-dire que les rencontres se font par la question de la race dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est vraiment important de savoir quelle est la race de la personne que l'on a en face. Et donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai effectivement, donc je disais que j'étais antillais, et du coup, on s'adaptait à moi en fonction de ça. Sinon, on a pu me demander est-ce que j'étais mauritanien ou autre. Je me souviens notamment en fait de ça. Mon Mauritanien en fait m'a posé la question justement est-ce que tu viens de Mauritanie parce que je ressemblais à quelqu'un qui connaissait. Mais voilà, ça c'est juste quelque chose qui on s'en rend pas compte une fois qu'on est dedans, mais c'est assez impressionnant de voir que cette notion de l'origine de la personne ou de la même peut-être de la race elle a son importance dans la société française. On s'en rend pas forcément compte quand on vient des Antilles, quand on vient d'arriver. Mais on rentre dans le moule, mais d'une manière tellement rapide, on se rend, et c'est ça, vrai. On s'en rend vraiment pas compte. Autant on arrive à se dire, oh, on m'a demandé d'où je viens. Pourquoi à chaque fois on me demande d'où je viens? Ou pourquoi on me dit, oui, un tel s'appelle tel prénom, mais c'est un arabe. Un tel s'appelle tel prénom, mais non, c'est un chinois, fais gaffe, ou voilà. Mais, et d'un seul coup, on rentre dans le moule, et c'est le jour où ça sort de votre bouche que vous dites, mince. Où j'ai pris ça, pourquoi je dis ça, mais en fait vous le dites, voilà, c'est devenu un automatisme. D'accord. Ouais, donc en fait on voit vraiment que c'est vraiment un aspect social en fait d'importance d'origine qui a de l'importance en métropole, mais pas en Guadeloupe, pas aux Antilles. Ouais, c'est ça. Exactement. Et Greg, tu as parlé de l'accent. Est-ce que toi, Yasmina, tu as aussi rencontré des choses par rapport à ta façon de parler, à l'accent? Non, j'ai pas eu de souci avec ça. J'ai pas eu de réflexion ou eu cette impression comme Greg de pas me faire comprendre. D'accord. Et Greg, t'as parlé aussi du fait d'apprendre les codes qui sont différents en métropole. Est-ce que tu peux en dire plus? Quels sont ces codes? De quoi tu parles? Je pense la façon de se faire des amis, la façon de s'habiller aussi, et la façon d'être à l'époque. En fait, quand je regarde des photos de ma façon de m'habiller à l'époque, c'est vrai que j'avais pas du tout l'habitude de mettre des vêtements chauds. J'ai pris un peu ce qui me paraissait bien. Je crois que je m'inspirais peut-être un peu trop également des clips américains, des clips de rap américains, sans doute. Ah, j'aimerais bien, tu me montres ces photos, hein. Non, je les ai classifiés, il faut qu'on se
high-tech. Enfin, bref, voilà. Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Mais oui, du coup, voilà. Je pense que j'étais en décalage complètement à ce niveau avec les autres. Bah, c'est surtout parce qu'on savait pas. Oui, c'est ça. C'est qu'on savait pas. On vient de pays chauds. C'est ça, c'est totalement ça en fait. Et ce que tu vois, c'est par rapport, encore une fois, c'est par rapport à la télévision. Donc nous, on était un peu plus baignés par les clips américains que ce qui se passait au niveau de la métropole ou bien de l'Europe d'une manière générale. Donc je suis arrivé, j'étais vraiment en décalage. Et lorsque j'essayais d'aller vers les gens, déjà que de base, je suis assez timide à ce niveau. Ben, je me rendais compte que les gens, on se comprenait pas. On pouvait pas parler de la même chose, quoi. Et j'ai fini par apprendre à observer, à être un peu plus observateur et comprendre comment ça se passe dans la société pour mieux m'intégrer. C'est pas évident, en fait, sur les premières fois. D'accord. Et toi, Yasmina, est-ce que tu as un ressenti aussi particulier, une expérience particulière par rapport à cet apprentissage des codes Alors, apprentissage des codes, pour moi, ce qui a été vraiment un apprentissage, c'est le côté culturel. Il a rebondi sur la manière de s'habiller. Moi, je dirais que j'étais pas habituée à m'habiller autant. Il y avait ça, et ben, à l'arrivée de l'hiver, nous, on n'a pas vraiment de saison. Dans les DOM, on a ce qu'on appelle les périodes sèches, périodes de pluie, mais c'est l'hivernage, voilà, mais il fait quand même chaud, c'est-à-dire vous n'êtes pas au point de vous mettre en écharpe, doudoune, etc. Donc arriver là-bas et se rendre compte qu'en fait on doit mettre trois couches de vêtements. En plus, moi je suis très frileuse. Donc c'est vrai que en y repensant, je me demande comment j'ai fait pour rester autant de temps en France, parce que je suis vraiment très frileuse et ça m'a beaucoup gênée et pour moi il y a à part juillet et août, tout le reste de l'année il fait froid quoi en métropole. Donc ça a été très compliqué et l'anecdote que j'ai, parce que je suis arrivée en août en métropole chez mon oncle, je suis partie mi-septembre à Brive-la-Gaillarde. Et bon, j'étais dans un petit appartement, carrelage au sol, donc pas forcément douillet. Il a très vite commencé à faire froid et je comprenais pas. Je me disais mais comment les gens ils font? Est-ce qu'il faut rester en doudoune à la maison jusqu'à ce que j'en parle vraiment? Parce que franchement, j'en étais presque en larmes. Je me disais je pourrais pas vivre comme ça tout le temps. Il faut tout le temps que je sois couverte et tout. Et c'est là où on m'a expliqué mais t'as des choses qu'on a dans l'appartement ce sont des radiateurs. Il faut les allumer. Faut les allumer et ils vont te procurer de la chaleur, tu vois. Et ça, je le savais pas, et ça, je vais jamais oublier ça, parce que je me suis dit, oh là là. Et du coup, ben, j'avais poussé mon bureau près d'un radiateur pour me permettre de travailler, parce que sinon, j'avais même pas envie de manger, parce que je rentrais sous la couette, et je me disais, j'ai froid, j'en peux plus, j'ai froid. Mais voilà, après l'envers du décor, c'est qu'après on a des belles factures d'électricité avec des gens comme moi, et voilà. D'accord. Donc voilà, on pense que la métropole qu'elle va s'adapter à nous, mais en fait on se retrouve à s'adapter à elle. Et il y a un truc aussi que je voudrais évoquer pendant ce temps, c'est que du coup par rapport à la Guadeloupe, on commence déjà à être un peu s'éloigner, parce que finalement les nouvelles que l'on a, c'est soit par rapport aux proches, soit par rapport aux journaux télévisés. Et en même temps qu'on s'adapte à notre nouveau monde ici en métropole, avec les nouveaux codes, donc on change petit à petit, sans forcément s'en rendre compte. En tout cas de mon côté, je m'éloignais déjà un peu plus de la Guadeloupe. Donc après quelques mois, donc du coup je ne vivais plus en Guadeloupe, forcément. Je n'entendais plus ces petits les insectes, le bruissement des insectes qu'il y avait. Et effectivement, les informations que j'avais, forcément celles des journaux télévisés, qui vont en général mettre l'accent sur les choses qui ne vont pas forcément bien. Si par exemple il y avait une grève ou quelque chose comme ça, c'est plutôt de ça qu'on va parler. Ou s'il y avait quelque chose de plus négatif, c'est plutôt de ça qu'on va parler. Et petit à petit, moi ce que j'entendais de la Guadeloupe, c'était peut-être un peu plus anxiogène que réellement la réalité sur place. D'accord. Et d'ailleurs, justement, cette question, Greg, tu as dit au début que
en allant en métropole, c'était un projet à court terme, c'était pour faire tes C'est études ça. et pour retourner en Oui. Guadeloupe. Et du coup, au final, comment ça s'est passé? Ben oui, spoiler, ça n'a pas fonctionné comme j'avais prévu. Mhm. Pour plusieurs raisons. Donc effectivement, assez rapidement, j'ai voulu, à l'issue de mes études, tenter le retour. Donc j'avais un beau bagage, pas suffisamment d'expérience, par contre ça il faut le signaler. Mais en tout cas au niveau études, formation initiale, j'étais plutôt bien paré. J'ai essayé de trouver des entreprises sur place et aucune ne répondait. Parfois en fait juste en laissant lettre morte, même assez souvent. Des entreprises en Guadeloupe. En Guadeloupe, Mmh, oui, en Guadeloupe. mmh. C'était également le cas ici aussi, hein, ceci dit. Par contre, j'avais déjà travaillé en Guadeloupe et j'ai essayé de retourner sur les entreprises où j'avais commencé. Mais malgré tout, on m'a assez vite fait le reproche récurrent du manque d'expérience. D'accord. C'est seulement en fait ce qui m'avait été reproché à cette époque, lorsque j'ai voulu retourner immédiatement donc. Et alors que finalement Métropole, par le réseau de mon école, j'ai pu intégrer ma première société et donc continuer sur place. Donc j'ai remis à cette époque mon retour en Guadeloupe un peu plus tard, en me disant que je vais acquérir de l'expérience parce que c'est ce qui me manque et je reviendrai plus tard en Guadeloupe. Ouais, donc si tu as trouvé une opportunité d'emploi ici en métropole, donc ça c'était en Île-de-France. Non, c'était encore en Normandie. Cette fois-ci, c'était en Haute-Normandie avec des déplacements un peu partout en France. Et toi, Yasmina, au départ, est-ce que tu envisageais aussi ce départ en métropole, pareil, juste pour les études et après pour revenir en Guadeloupe? Quand moi je suis partie de la Guadeloupe, je me suis dit que je pars pour 1 an, en me disant que si j'ai l'opportunité de trouver du travail, fallait pas que je crache dessus pour avoir une expérience. Étant donné que la Guadeloupe c'est beaucoup plus petit, c'est très bien de vouloir rentrer, mais il faudrait mieux rentrer avec un minimum, un bagage, pour que le CV soit un minimum rempli. Donc, je suis partie dans cette optique-là. Et je m'étais dit que je resterais quelque chose comme 1 an. 1 an de plus. De plus. Et voilà, 1 an de plus en me disant, voilà, le schéma de l'intérim me convient parfaitement. Comme ça, je m'engage pas, mais je me fais plusieurs expériences. D'accord. Et du coup, voilà, j'étais partie sur ce principe-là. Mais au final, bien sûr, hein, ça se passe jamais comme on le veut. On trouve pas forcément du travail tout de suite. Donc du coup, au final, j'y suis restée 14 ans quand même. Là où je voulais rester finalement 1 an, je suis restée 14 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, là aussi, on se fait un petit peu happer par le quotidien, c'est-à-dire que au final, on trouve un job. Bon, déjà, on trouve un appartement. On acquiert une certaine indépendance financière parce que là, c'est plus les parents. On est quand même un peu fiers de soi, de se dire voilà, je peux payer mon loyer, je peux faire mes courses, j'ai pas à appeler papa et maman pour dire voilà, j'ai plus de sous ou voilà. Donc on acquiert ça et c'est quand même une fierté. En tant que jeune, hein, je veux dire de se dire voilà, j'ai mon salaire qui arrive, c'est ma fiche de paie, c'est mon compte, ma carte bleue, je gère. Et ça c'est déjà un cap que l'on passe quand on est loin de chez soi et c'est une immense fierté. Et les parents ou même les grands-parents, Greg, tu me dis ce qu'en a pensé tes parents la première fois où tu dis j'ai trouvé du boulot, mais tu peux pas faire plus joyeux que ça, quoi. C'est tout ce qu'ils demandent, c'est que de se dire que tu bosses et peu importe ce que tu vas faire, à partir du moment où tu dis la phrase ça y est, j'ai trouvé du travail, là c'est feu d'artifice. Donc voilà, donc on a cette fierté là. Ensuite, on se dit mais je vais retourner chez mes parents sans travail. Donc je vais encore devenir une petite fille en fait. Et c'est là où ça commence à vous travailler. Et là vous repoussez à 1 an. À 1 an de plus, et voilà, ça commence à. Alors moi, ma particularité aussi, c'est que j'avais mon petit ami à l'époque, on va parler comme ça, qui était encore en Guadeloupe,
et qui me disait oui, moi aussi je veux venir et tout, mais il faut me laisser un petit peu de temps. Donc effectivement, il y a ça aussi qui a joué sur le fait que je suis restée parce que lui il voulait venir me rejoindre. Donc je me suis dit on sera à deux, ce Donc sera en quelque mieux, sorte, etc. tu l'attendais aussi en métropole pour que et lui il puisse te rejoindre. Voilà, aussi. je l'attendais aussi parce que ça aurait servi à rien que moi je rentre et que quelque part ils me disent bah non, moi j'ai envie d'aller avoir mon expérience, donc je partirai aussi. Donc je l'ai attendu. Là où il était supposé arriver dans 6 mois, il est finalement arrivé un an plus tard, enfin 1 an et demi plus tard. Donc voilà. Entre-temps, vous travaillez, hein, donc la vie continue. J'ai eu mon permis, j'ai eu ma voiture. La vie continue, on est indépendant en fait. Et c'est ça qui nous conforte dans le fait de vouloir rester. C'est qu'à partir du moment où, moi je le dis souvent à des jeunes autour de moi, à partir du moment où tu touches à l'argent, c'est fini. C'est fini dans le sens où c'est très compliqué d'en sortir parce que tu sais que lorsque tu vas repartir, sauf si tu as la chance de trouver un boulot tout de suite, de la métropole, tu trouves un boulot en Guadeloupe, comme ça il y a juste une passerelle à faire, c'est un déménagement. Mais dans le cas contraire, tu sais pertinemment que tu vas tout quitter pour repartir de zéro et sans un sou. C'est très difficile de passer ce cap-là, en fait. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. D'accord. Et toi, Greg, donc après ta première opportunité d'emploi, à Caen, comment ça s'est passé ensuite ? Donc du coup, j'ai effectivement pu travailler avec succès pour une boîte et découvrir le monde du consulting. Et ça m'a plu. Donc là, j'avais pas forcément dans l'optique de retourner encore tout de suite, mais plutôt d'acquérir l'expérience qui me permettrait d'être le plus polyvalent pour envisager un retour. Et le consulting, je trouvais que c'était une bonne opportunité parce que c'est vraiment un monde où tu es toujours en renouvellement des acquis, renouvellement de l'entrée dans une société et il faut toujours se remettre en question et réapprendre de contexte de travail. Donc j'ai travaillé pour ma première boîte de consulting, ça s'est bien passé sur Paris. Pour le coup, je suis remonté sur Paris, toujours avec des déplacements un peu partout en France et en Europe. J'ai voulu une fois, quelques années plus tard, que j'ai estimé avoir l'expérience suffisante, tenter le retour. Alors là encore, ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, je rentrais un peu plus dans le moule de vie ici en métropole et j'étais encore un peu plus éloigné de la Guadeloupe. Mais j'ai quand même voulu en fait revenir pour deux choses auxquelles je pense en particulier là. C'est que déjà, c'est vraiment ce que je m'étais dit initialement et je voulais pas en fait revenir sur ma parole. Et par ailleurs, il y a ça à évoquer les parents en fait qui sont très contents. Moi, j'ai de côté ma mère qui dira toujours en fait de faire en fait les choses là où on est. Je pense qu'elle est plutôt en fait elle aurait été plutôt à me pousser en fait de rester en fait là où je suis ou autre part en tout cas de faire les choses là où on est. Alors qu'il y a mon père, lui, il avait toujours ce secret espoir que je puisse revenir. Et c'est vrai que quand on en parle, en fait, c'est quelque chose qu'il veut toujours, en fait, il aimerait toujours, sans forcer, hein, c'est juste que, lui, il aimerait bien, en fait, que je puisse revenir, à la maison, on va dire. D'accord. Et, donc ça aussi, en fait, ça a quand même joué pas mal dans mes désirs. Et donc, j'ai fait cette démarche de revenir. Encore une fois, je suis passé par des contacts. J'ai eu des entretiens qui étaient assez poussés sur des problématiques importantes, notamment sur le transport en Guadeloupe, en fait, l'organisation du transport, donc une société, un projet qui était en train de s'organiser. Tout s'est très très bien passé lors de mon séjour, c'était pendant les vacances, et ça semblait assez prometteur. Et puis finalement, lorsque je suis reparti, j'ai essayé de recontacter, mais il n'y aura plus rien, en fait, je n'ai eu plus aucune nouvelle, plus rien ne s'est passé. Donc ça m'a paru être une première opportunité manquée, mais bon, j'ai fait avec et j'ai continué en fait ma vie en fait ici. T'as gardé ton emploi ici? C'est ça, puisque moi, comme disait Yasmina, c'est vraiment difficile de se dire que on va partir en fait, on quitte tout et on ne fait que partir sans avoir quelque chose sur place. Et comme je le rappelle, petit à petit, mon lien avec la Guadeloupe a fini par être un peu plus faible à ce niveau.
C'est-à-dire que j'y accorde beaucoup d'importance. C'est vraiment important pour moi le développement de la Guadeloupe. Mais dans mon développement personnel, je suis à chaque année, je pense, ou chaque jour, un peu moins sûr que ce soit le lieu où je me développerai en fait correctement. Donc ça a beaucoup joué. D'accord. Même si en fait je le dis, hein, ça c'est très important pour moi le développement de la Guadeloupe, et c'est là où j'ai l'impression d'avoir peut-être un peu alors pas trahi, mais où il y a un échec. C'est que justement j'ai cette impression que je pourrais apporter en fait quelque chose en termes de valeur ajoutée à mon île, là où je suis né, et je ne le fais pas, enfin je le fais d'aucune manière en même temps en étant ici. Pourtant, il en a besoin. C'est vraiment pourquoi j'ai voulu accepter cet entretien. C'est puisque je pense que au niveau de la Guadeloupe, on a besoin que les gens partent éventuellement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les opportunités là-bas. Mais le retour, il est très difficile. Pourtant, il y a une forme d'exode. Yasmina n'était pas forcément d'accord avec moi, on en a discuté hier. Mais pour moi, il y a une forme d'exode des jeunes qui partent, mais qui ne reviennent pas en Guadeloupe pour diverses raisons. Et ce qui fait que, au final, les personnes qui peuvent apporter cette valeur ajoutée des études qu'ils ont eues, de l'expérience acquise, ne s'y retrouvent pas et ne permettent pas en fait un apport à la croissance économique de la Guadeloupe, qui en a énormément besoin. Et je pense que c'est pareil pour tous les DOM. D'accord. Et éventuellement les TOM. Yasmina, Greg, il dit que tu étais pas d'accord avec son point de vue. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que les jeunes, ils reviennent, ou ils font un peu comme Greg, il a fait. Ils essayent de revenir. Moi, je suis un peu l'avocate de tout le monde. Hein. Donc, je me mets du point de vue, j'essaie de comprendre le point de vue de tout le monde. Quelqu'un comme Greg, par exemple, qui a un statut d'ingénieur, qui essaye de revenir, et qui va revenir avec bon espoir d'avoir une expérience, d'avoir eu une super expérience externe, de mériter un certain salaire, et d'arriver dans les DOM et de ne pas l'avoir. Le salaire dont tu l'estimes avoir besoin, il va repartir. L'enjeu, il est là, c'est de pouvoir rémunérer nos jeunes à la hauteur de ce qu'ils nous apportent. D'où la valeur ajoutée, parce qu'on reste quand même des personnes qui avons besoin de vivre, qui avons des projets. Donc moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ils ont envie de venir, ils ont envie de rentrer, mais ils sont peut-être bloqués. Est-ce que tu peux d'ailleurs en dire plus sur ton retour, comment il s'est passé au final, parce que maintenant tu vis en Guadeloupe? Oui, ça y est, et fière de l'être. Donc mon retour, déjà mon déclic, je suis revenue l'année dernière, donc en 2021, en juillet 2021. Mon déclic a été en décembre 2020, du coup. Dans le contexte où j'ai eu un petit garçon en 2018, et où ça a commencé à vraiment me travailler de manière vraiment sérieuse, là, pour le coup, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'en parlait pas de manière sérieuse auparavant. Et là, vraiment, on a commencé à se dire que on aurait vraiment aimé qu'il grandisse avec un jardin, dans une maison, avec papy, mamie à côté, avec les cousins, les cousines, se dire que bon, le dimanche après-midi, on est chez une tante avec tous les cousins, les cousines, les enfants sont en train de jouer, etc. C'est ce que j'ai connu dans mon enfance. On a vraiment commencé à se dire qu'on voulait pas le priver de ça, et qu'il aurait largement le temps, comme nous, de partir faire ses études en France, donc de connaître ce que c'est. Donc ça a commencé à nous travailler comme ça. Mais bon, encore une fois, on est un peu happé par le quotidien, etc. Mon fils devait rentrer à l'école en septembre 2021, donc l'année dernière. En décembre, on était seuls parce que mon compagnon était parti en Guadeloupe. Et là, je sais pas, on était toutes seules, et là, je saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'est mon dernier hiver. J'en passerai pas un autre ici. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. J'étais sûre et déterminée. Et à côté de ça, je savais qu'il rentrait à l'école en septembre.
Donc c'était maintenant ou jamais. C'était soit j'arrivais, mon compagnon quand il reviendrait, c'était à lui faire comprendre que il n'y a pas d'autre solution. Et parce que si je ratais, pour moi, dans mon esprit, si je ratais ce coche-là, je resterais. Et donc voilà, mon compagnon il est rentré et je lui ai dit texto, c'est mon dernier hiver ici, je rentre en Guadeloupe. D'accord. Est-ce que tu viens? D'accord, ouais. Je l'ai eu ce petit moment également où il y avait ce déclic à prendre et je pense l'avoir raté en fait. C'était un moment où j'ai décidé de partir de Paris pour justement en fait retourner en Guadeloupe. Et de la même façon, j'avais encore une fois une opportunité, cette fois-ci de mettre en place une boîte de consulting, mais en accord avec un associé. Et ça s'est bien organisé jusqu'à un certain point, et finalement ça a été loupé. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis dit que de toute façon, ce sera pas possible de retourner en Guadeloupe, d'accord, mais qu'est-ce que je fais d'autre? C'est là où j'ai envisagé en fait Lyon, et c'est d'ailleurs en fait la raison pour laquelle je suis à Lyon. Et depuis, je n'ai plus essayé de revenir en Guadeloupe. Et est-ce que c'est quelque chose que tu envisages quand même à long terme, un jour? Non, pas un retour en particulier. Comme je disais, en fait, j'ai cette nature nomade, donc je pense que si je retournais, je voudrais repartir à un moment ou un autre. Donc pourquoi pas dans ce cadre-là, mais trouver par contre une façon d'y apporter quelque chose à ma façon. Ce serait quand même mon rêve. Et là pour le coup je l'ai pas abandonné cette option. Je sais pas encore comment la concrétiser exactement, mais vraiment ne pas laisser la Guadeloupe de côté, ça reste quand même très important pour moi. D'accord. On peut aller vers la fin de notre entretien croisé. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire en plus, que vous voulez rajouter? Eh ben moi, qu'est-ce que je peux dire? Que je suis très heureuse d'être rentrée, d'avoir fait parce que faut savoir que moi je suis de nature, on me dit souvent que je suis comme une mamie, c'est-à-dire j'aime pas le changement. Une fois que je suis dans un confort, j'y reste vraiment et je fais tout pour y rester parce que je me sens bien. Et c'est vrai que quand je regarde comment je suis rentrée, c'est-à-dire que j'ai décidé en décembre et je suis arrivée en juillet, je me dis que c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai fait en fait. Pour moi, avec le caractère que j'ai, c'est du jamais vu et je suis pas sûre que je serais capable de le refaire en fait, honnêtement. Mais c'est vrai que c'est c'est vrai que je me suis même pas reconnue dans ça. J'ai l'impression que j'ai été dans une bulle à partir du moment où je me suis décidée. Je suis rentrée dans une bulle où voilà, c'était comme une boule de neige, un effet crescendo où si tu restes sur mon chemin, je vais t'écraser en fait. Donc laisse-moi avancer, laisse-moi aller au bout de mon truc et on déroge pas à la règle. On a dit qu'on rentre point à la ligne. Et une fois que je suis rentrée, c'est une fois que je pense que je suis arrivée en Guadeloupe, là j'ai commencé à avoir des réflexions. Je me disais mais qu'est-ce que t'as fait? Tu es folle, tu as tout quitté, mais t'as fait n'importe quoi. Et là où quand je suis arrivée, parce que j'ai tout quitté, j'avais plus de travail, voilà. Et au final, j'ai trouvé du travail. Je suis arrivée en juillet, j'ai trouvé du travail en juillet même. Et au final, voilà, ma période d'essai est terminée, donc ça y est, je suis embauchée, je suis en CDI. Donc voilà, j'espère que mon expérience pourra servir. Donc s'il y a des Antillais qui m'entendent et qui se disent, voilà, j'ai peur de rentrer, je veux pas rentrer, ils peuvent me prendre un exemple. Essayez, faut essayer. D'accord. Et toi, Greg, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit et je suis juste effectivement je suis admiratif de Yasmina. Cette force en fait qu'elle a eue à ce moment-là, c'est vraiment très bien, c'est un exemple à suivre. D'accord. Merci pour vos récits. C'était très très intéressant, très riche. Et on va se retrouver tout de suite avec notre invitée chercheuse, Marine Haddad. Merci. Merci.
Dans cet épisode, on accueille Marine Haddad. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous êtes sociologue, chercheur à l'Institut national des études démographiques et spécialiste des migrations d'outre-mer. Oui, c'est bien ça, entre autres choses. La première question que je voudrais vous poser, c'est quel est votre rapport personnel à la migration? Dans quelle mesure vous êtes concerné par cette question? Alors moi personnellement, je suis pas immigrée, je suis petite fille d'immigrés, mais c'est quelque chose qui a toujours baigné, on va dire, mon environnement. J'ai la chance d'avoir grandi entourée de personnes qui me disaient d'être fière des diverses origines de ma famille, et donc je pense que c'est assez naturellement que je me suis intéressée au fil de mes études aux migrations, et par un concours de circonstances, à la fois parce que des collectifs de recherche s'ouvraient sur ces sujets à Paris quand moi j'ai commencé à souhaiter poursuivre plus sérieusement ma spécialisation en sociologie, et parce que moi-même mon partenaire était originaire de La Réunion. L'alignement des étoiles s'est fait pour que du coup je continue de poursuivre sur ces sujets pour mes travaux de master puis de thèse, et maintenant en tant que chercheuse. D'accord, donc j'imagine le choix du sujet des migrations d'outre-mer et pas par hasard. Disons que c'est, comme je l'ai dit, voilà, c'est un sujet qu'on m'a proposé sans savoir que ça pouvait m'intéresser plus que ça, et il s'avère que je pense que, évidemment, peut-être que j'aurais moins poursuivi dans cette direction si j'avais pas eu si par ailleurs ce sujet se faisait pas écho à des choses que j'avais pu entendre, auxquelles j'étais confrontée au quotidien. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des départements d'outre-mer? De quel département s'agit-il? Quelles caractéristiques ont ces différents départements au niveau de la géographie, de la démographie, de nombre d'habitants, par exemple? Je pense qu'une première chose qu'il faut dire sur les Outre-mer, c'est que c'est une catégorie qu'on pourrait dire coloniale et post-coloniale d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est un peu artificiel, en fait, puisque jusqu'à la décolonisation, les Outre-mer, c'est l'ensemble des colonies françaises. Donc on n'y pense pas aujourd'hui parce que c'est ça s'est beaucoup normalisé comme terme, mais en fait avant ça pouvait pouvoir désigner par exemple l'Algérie. Et en fait c'est un terme qui a acquis un caractère plus neutre, qui a été entériné avec une nouvelle signification dans l'après-guerre, au moment où il y a d'une part les indépendances et d'autre part où certaines colonies choisissent la voie de l'assimilation. Et donc, par exemple, en 1946, on a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion qui deviennent départements d'outre-mer. Et donc, c'est dans ce processus-là où ensuite on va avoir les territoires d'outre-mer, on va avoir plusieurs évolutions institutionnelles, plus récemment Mayotte en 2011 qui devient département. Aujourd'hui, on parle de DROM et de COM, donc les départements régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Mais tout ça fait, voilà, maintenant c'est devenu un registre d'action publique, mais qui est en fait le produit un petit peu de l'histoire qui a mis ensemble ces territoires du fait de la colonisation et de leur évolution au moment des mouvements d'indépendance dans l'après-guerre. Mais ils n'ont pas forcément des points communs, tant de points communs que ça, même si en fait quand on commence à les étudier, on se rend compte qu'il y a des points communs, notamment entre justement les 4 départements d'outre-mer historiques, du fait typiquement de l'histoire de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est des territoires qui étaient soit pas peuplés du tout, soit assez peu peuplés à l'arrivée des colons et des esclaves, ce qui fait qu'il y a une espèce de page blanche qui s'ouvre et qui fait que la construction des sociétés fondées sur ces systèmes-là va aboutir à des sociétés qui ont des points communs dans ces 4 départements, même s'il y a aussi beaucoup de différences, j'insiste dessus, mais il y a aussi des points communs du fait de ces systèmes en fait qui ont historiquement construit ces espaces. Donc pour faire un petit point géographique et démographique, dans les Outre-mer, on pourrait mettre, donc je l'ai dit, les 4 départements d'Outre-mer historiques. Donc la Guadeloupe et la Martinique, c'est les plus proches, même quand on regarde tous les profils démographiques, etc. C'est socio-économique, c'est vraiment les plus proches, situés dans les Antilles françaises. Donc là, on a des petits territoires. On est sur 1000-1500 km². On est sur des populations de l'ordre de 400 000 habitants. Ensuite, on a la Guyane. On a un ordre de grandeur de population qui est plutôt de 300 000 habitants, mais qui est en croissance, parce que là-bas, on a encore beaucoup d'immigration. On a des populations qui sont assez fécondes, mais avec un immense territoire, et en même temps, quand même, des concentrations de population qui font que les conditions de vie peuvent être comparables, parce qu'on a un immense territoire, mais avec des grandes terres inoccupées, du fait de la forêt, du fait de la nature, et donc en fait une opposition entre littoral et intérieur,
qui fait qu'on a des grosses concentrations de population sur le littoral. Donc la Guyane qui est pas très loin des Antilles, donc on se dit bon, on est encore dans la même aire géographique, mais après on peut aller à la Réunion qui est au sud de Madagascar, qui est une île qui a quand même qui est aussi une île déjà pour commencer, mais qui a une population qui est beaucoup plus importante. On est à presque 900 000 habitants. C'est une île qui est un petit peu plus grande aussi, 2500 km². Et ensuite, je vais pas faire le profil de toutes les autres îles aussi parce que moi, je connais davantage, même si je travaille sur les autres outre-mer, ces départements d'outre-mer, et que je pense qu'on va aussi davantage parler de cela, du fait notamment de l'entretien qui a précédé, où je pense que ça va faire davantage d'écho. Mais on peut citer, mais il y a Mayotte, il y a la Polynésie, qui est une situation complètement différente avec une multiplicité d'îles qui en fait s'étale sur un territoire d'océan qui est comparable à l'étendue de l'Europe. On n'y pense pas forcément, mais avec des populations qui sont du même ordre de grandeur. On est dans les 300 000 habitants. On a la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et on peut même inclure dans les outre-mer les terres australes parfois. Voilà un peu pour le portrait des outre-mer. J'ai une petite question qui est par rapport à cela. Les départements et territoires d'outre-mer ont choisi de rester départements et territoires d'outre-mer. On leur a posé la question de choix à un moment par rapport aux anciennes colonies qui sont devenues indépendantes. Oui, bien sûr. En fait, à chaque fois, chaque processus institutionnel, c'est le produit d'un référendum. Après, ça se discute évidemment qui vote, comment est construit le consentement. Par exemple, pour Mayotte, on dit souvent que c'est pas tant par amour pour la France que par volonté de s'autonomiser par rapport au reste des Comores que les populations ont choisi de rejoindre, de s'assimiler davantage en devenant département. Donc, il y a des enjeux politiques qui sont divers. C'est pas forcément un grand mouvement de on se sent français absolument, même si c'est ce qu'a dit De Gaulle en arrivant dans les Antilles. Mais c'est voilà, il y a des divers enjeux politiques qui font qu'à un moment donné, les populations votent pour accéder à des statuts plus intégrés dans l'espace français, quoi. Ok. Et aujourd'hui, quelle est la réalité des migrations des Daumiers vers la métropole ? Alors, en termes de ce qui se passe aujourd'hui, c'est des migrations qui sont encore assez importantes. Bien évidemment, à l'échelle de l'ensemble de la population française, c'est pas énorme, hein, c'est moins d'1% de la population hexagonale qui est originaire des départements d'outre-mer. Encore une fois, je vais davantage parler des départements d'outre-mer ici. Mais par contre, pour les populations de ces départements d'outre-mer, c'est énorme. C'est-à-dire que ça représente un entier sur 4 à peu près qui part pour l'Hexagone, un Réunionnais sur 7. Je pense que c'est aussi 1 sur 4 pour la Guyane. Donc voilà, en termes de départ, en termes d'impact sur les populations, enfin sur les espaces d'origine, c'est une migration qui reste très importante. Par contre, elle s'est ralentie, surtout justement pour les Antilles et la Réunion, au cours des dernières dizaines d'années. Ce serait bien de savoir pourquoi parle-t-on éventuellement de migration dans ce cas-là. Et quelle est la différence par rapport à quelqu'un qui part de la Bretagne pour aller vers Paris pour le travail? Et pourquoi on parle aussi de la migration alors que ce sont des citoyens français? C'est ça. Je pense qu'il y a 2 aspects. D'abord, il faut insister sur le fait que précisément le terme migration, par opposition à immigration, dans le vocabulaire scientifique, il est spécifiquement conçu pour pouvoir inclure ce qu'on appelle les migrations internationales et les migrations internes ou nationales. Donc, d'un point de vue, je dirais, scientifique, d'un point de vue quelqu'un qui travaille dans les sciences sociales, c'est tout à fait naturel d'appeler ça des migrations. Donc ça, déjà, c'est un premier point important à souligner, précisément parce que la catégorie d'immigrés, elle est construite très spécifiquement dans le vocabulaire scientifique et en particulier français. Et ensuite, bien sûr, par ailleurs, quand on travaille sur les migrations des Outre-mer, on va insister sur leur caractère un petit peu intermédiaire entre des migrations internationales et des migrations qu'on peut qualifier de migrations résidentielles, par exemple. Donc comme on dit, quelqu'un ça c'est l'exemple classique, hein, quelqu'un qui monte de Corse ou mais aussi les Bretons avant, etc. Ça revient souvent. Et en fait, cette position intermédiaire, elle est liée au fait que les ultramarins et ultramarines bénéficient de facilités pour se déplacer vers le territoire hexagonal comparé à des immigrés, donc des migrants internationaux. La liberté de circulation, bien sûr, mais aussi des aides financières. Il existe des aides spécifiques, liées notamment à un dispositif qui s'appelle la continuité territoriale, mais pas seulement, qui permet en fait d'obtenir des bourses, des billets d'avion, etc., selon certaines conditions qui sont devenues plus restrictives ces dernières années. Et bien sûr, ça a été évoqué dans l'entretien, pas ou peu la barrière de la langue. Donc voilà, je mets peu la barrière de la langue parce que c'est vrai que Greg, par exemple, vous aviez parlé de l'accent qui peut quand même constituer on va dire une source de friction
lorsqu'on s'installe. Mais globalement, bien sûr, c'est quand même un facilitateur le fait de maîtriser le français. Par ailleurs, par contre, il y a des caractéristiques qui rapprochent ces migrations des migrations internationales, voire même qui les rendent plus difficiles, plus complexes que certaines migrations internationales. Si on pense par exemple à des immigrés issus de l'Union européenne, des voisins suisses ou anglais, parce que on a une grande distance géographique. Et avec cette distance géographique vient des coûts élevés en termes de transport, le prix des billets d'avion, le fait que aussi c'est compliqué, on peut pas aller voir sa famille sur un coup de tête lors d'un événement familial important, etc. Et aussi le fait que les personnes originaires des Outre-mer, elles sont perçues comme différentes dans l'Hexagone. Alors ça, c'est quelque chose qui a été souligné de manière assez importante et de manière logique dans l'entretien. C'est-à-dire que du fait de l'accent, la couleur de peau, différentes manières d'agir et de faire, pas tellement les noms en l'occurrence pour les personnes issues des Outre-mer, on est identifié comme différents, ce qui peut même donc ce qui peut donner lieu à des discriminations, à du racisme ou en tout cas un sentiment d'altérisation au quotidien qui fait que là ça rapproche plutôt des migrations internationales parce que c'est des faits que les migrants internes régionaux rencontrent beaucoup moins. D'accord. Et quelles sont les raisons de ces migrations d'outre-mer? Alors, il y a plusieurs raisons aujourd'hui. Je dirais que majoritairement, il y a deux facteurs, en tout cas, qui sont invoqués par les personnes qui migrent et aussi par les institutions qui encadrent ces migrations, qui les encouragent. C'est l'emploi et on va dire les études ou la formation. Je vais développer un peu là-dessus, mais je voudrais insister sur le fait que les raisons de migrer, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui est très aussi imbriqué. Très souvent, quand j'ai pu faire des entretiens avec des personnes qui ont migré depuis les Outre-mer, elles commencent par me dire « Ah, moi, c'était évident, c'était pour le travail ». Et puis, un quart d'heure plus tard, on me dit « Bon, c'est vrai que mon compagnon était déjà installé depuis 5 ans et je donc voulais que je le rejoigne. » Alors, c'est rigolo comme ça, mais en fait, ça traduit en fait des mécanismes qui sont classiques pour les grandes décisions de vie, qui ne prennent jamais en compte qu'un seul paramètre et il y a une multiplicité de facteurs qui les justifient. Mais c'est vrai que ce qui est le omniprésent dans le discours à la fois personnel des personnes qui ont migré et institutionnel au niveau des politiques publiques, c'est ces enjeux d'emploi et de formation, parce que les taux de chômage dans les Outre-mer sont bien plus élevés que dans l'Hexagone, ça peut atteindre 40% pour certaines tranches d'âge à La Réunion par exemple, et donc il y a des opportunités d'emploi qui sont limitées. En plus, en moyenne, les niveaux d'études sont inférieurs dans les DOM, donc c'est le diplôme de moyen des gens est inférieur. Or, là où il y aurait plus d'emplois, c'est pour les personnes avec des diplômes plus élevés. Donc tout ça fait que il y a un accès au marché de l'emploi qui est tendu dans les départements d'outre-mer. Et donc souvent, ça se présente comme une solution, soit d'aller directement chercher un emploi dans l'Hexagone, soit d'aller se former dans l'Hexagone, sachant que les opportunités de formation, donc que ce soit formation professionnelle ou de poursuite d'études supérieures, comme ça a été bien souligné dans l'entretien, en fait, elles sont assez limitées comparées à ce qu'offre l'Hexagone. Et donc ça, aujourd'hui, c'est aussi un moteur important des migrations, et c'est notamment un des motifs qui justifie l'existence encore aujourd'hui par rapport au passé d'aide à la mobilité. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de bourses assez importantes si on justifie que la formation qu'on voulait faire n'est pas disponible dans notre département d'origine. Donc généralement, le profil des migrants est plutôt des étudiants ou faits d'études, où il y a un autre type de profil. Quel est le profil des migrants en fait en termes d'âge, de sexe ou au niveau d'études? Ce qui est très marquant et très stable au cours du temps, c'est le fait la continuité dans les âges des migrants. C'est essentiellement, même s'il y a des départs plus tard, des personnes autour de 20 ans, entre mettons 18 et 22 ans, quoi. C'est vraiment là où se concentre le gros des départs. Mais du coup, comme tout le monde ne poursuit pas les mêmes études, c'est pas forcément que des étudiants. Ça peut être des gens qui ont arrêté à 15 ans, des gens qui ont arrêté à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, et qui ont déjà fini leurs études et viennent dans l'Hexagone. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, l'aspect migration étudiante est très mis en avant dans les discours des politiques publiques, dans les discours médiatiques, mais en fait, ça reste un canal parmi d'autres. Et il y a encore beaucoup de personnes qui viennent, qui ont fini leurs études, et souvent qui ont du coup des niveaux de qualification moindres, et qui viennent précisément pour avoir des opportunités d'emploi un peu moins qualifiées dans l'Hexagone, ou pour faire une formation professionnelle pour essayer d'avoir quelque chose, de trouver plus facilement un emploi.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui aussi, on trouve quand même plus, comparé au passé, de personnes qui viennent de milieux socio-économiques plus favorisés, parce que les contextes sont plus difficiles, l'installation est devenue plus coûteuse, plus complexe, et donc la tendance qu'on observe généralement, c'est le fait que justement les personnes d'origine modeste qui n'ont pas forcément les ressources pour poursuivre des études longues, pour trouver facilement un emploi dans leur domaine d'origine, c'est aussi celles qui n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir migrer dans l'Hexagone, et donc de plus en plus on a des profils socio-économiques plus favorisés qui peuvent migrer. D'accord. Et vous avez parlé des bourses qui facilitent la migration, par exemple des étudiants à métropole. Et quel est plus largement le rôle de l'État et des organismes publics, je pense notamment au Bumidum, dans ces migrations? Donc le Bumidum, c'est un organisme qui a existé de 1963 à 1981. Et en fait, cet organisme, il répond à une interprétation politique on peut dire idéologique, de difficultés rencontrées dans l'après-guerre, où en fait il y a une croissance démographique assez importante dans les départements d'outre-mer. Il y a beaucoup de tensions sociales qui sont liées à déjà à l'époque des opportunités d'emploi limitées, de fortes inégalités sociales, aussi encore des tensions liées à des mouvements indépendantistes qui précisément sont pas forcément contents de la départementalisation. Et en fait, l'État ou les gouvernements interprètent ça comme, lient les deux phénomènes en disant c'est parce que on a une jeunesse qui est très importante, qui grossit, et il faut faire quelque chose de cette jeunesse, on va pas s'en sortir. Et du coup, ils pensent des politiques à deux volets. D'une part, un contrôle de la fécondité, donc on va encourager la contraception, on va autoriser plus ou moins les avortements alors que c'est complètement interdit dans l'Hexagone, alors que c'est interdit de faire la publicité pour la contraception dans l'Hexagone. Donc ça, c'est un premier volet en se disant, comme ça, les gens feront moins d'enfants, le problème au cours du temps va se résorber. Ouais, on a entendu cette histoire des avortements non consentis à La Réunion. Ça, c'est un événement très spécifique, mais en fait, c'est plus largement des politiques qui peuvent être moins choquantes, entre guillemets, même si elles entérinent une différence entre Hexagone et Outre-mer, d'encouragement de la contraception, d'accès au contrôle de la fécondité, qui ont été mis en place, du coup, pas du tout seulement à La Réunion, mais aussi aux Antilles, par exemple. Et ça a eu des effets très, très rapides. C'est très rapidement, le nombre d'enfants par femme a baissé, en fait. Et l'autre volet, du coup, de ces politiques, c'est les migrations. C'est-à-dire, OK, sur le long terme, on peut avoir moins de jeunesse parce que les gens feront moins d'enfants, mais en fait, sur le court terme, il faut déplacer cet excédent. En fait, c'est vraiment perçu par les politiques comme un excédent de population. On va le déplacer vers l'Hexagone. Et donc ça, au début, ça se manifeste d'abord par le fait que les militaires démobilisés, ceux qui font leur service militaire, vont être encouragés à rester. Et c'est un peu le début de ça. Puis en 63, on a la création du Bureau pour la migration des DOM, qui est donc un organisme qui a vraiment pour objectif d'encourager et d'encadrer la migration. Le Bureau pour la migration des DOM, il avait plusieurs canaux de prise en charge, du recrutement en emploi, de la formation, du regroupement familial, mais aussi du soutien à des migrants qu'on peut dire spontanés. C'est comme ça qu'ils vont être qualifiés, notamment quand on regarde les archives de l'époque. C'est-à-dire des personnes qui ont décidé de migrer, mais à un moment, ils ont besoin d'un petit prêt pour s'installer, pour changer, pour accueillir un proche, etc. Et elles vont faire appel au Bumidum. Et donc, d'un côté, tout ce qui est recrutement et formation, ça a créé des situations assez complexes parce que c'était souvent conçu avec des représentations un peu dévalorisantes des compétences des migrantes et des migrants et des positions qu'elles et ils devaient occuper dans l'Hexagone. Donc, on se retrouve avec des formations qui sont inadaptées ou insuffisantes, avec des accents un peu coloniaux d'adaptation à la vie métropolitaine. On a des placements comme domestiques pour les femmes, à des postes très peu qualifiés de l'industrie pour les hommes, même si c'est pas seulement ça, il y a aussi des placements, par exemple, dans la fonction publique. Et du coup, ça a pu faire des histoires assez difficiles, parfois traumatiques, mais pas toujours, pour les personnes qui étaient prises en charge pour ce côté très englobant du Bumidum. Mais en parallèle de ça, il y a aussi beaucoup de migrants qui, en fait, avaient des rapports beaucoup plus lâches, ont simplement eu un billet d'avion payé, un petit prêt, etc. Et ce qui fait que pour ces personnes-là, le caractère qu'on pourrait qualifier de colonial du dispositif, il était beaucoup moins prégnant, et donc il n'est pas forcément vécu comme ça. Et donc ces enjeux-là, ça fait vraiment du Bumidum un objet mémoriel qui est complexe, avec des gens qui vont avoir des discours différents, qui peuvent même avoir des discours très contrastés dans la même conversation sur l'organisme. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que cet organisme, il a eu des traces très durables. Une chose qu'on peut dire aussi, donc, parce qu'il a encouragé vraiment la massification des migrations. Il a encouragé une certaine distribution professionnelle des migrants, même s'il faut bien insister sur le fait qu'on pense que c'est à peu près moitié-moitié à l'époque de personnes qui venaient avec un peu d'aide du Bumidum et de personnes qui n'ont jamais rien eu à faire avec le Bumidum quand on pense aux migrants et migrantes des Outre-mer à cette époque-là.
Et donc en fait, le Bumidum, il a été assez critiqué. Il y a eu aussi les difficultés liées à la crise économique, à l'arrêt globalement de l'immigration de main-d'œuvre, qui ont fait qu'il a été remis en question. Et donc en 81, il est dissous et remplacé par l'Agence nationale pour l'aide aux travailleurs du coup ultramarins, l'ANT, et ensuite plus tard dans les années 2000 par l'ADOM, l'Agence pour la mobilité des DOM. Et donc il y a une perpétuation des aides institutionnelles à la migration, mais avec des enveloppes budgétaires qui sont moindres, avec un encadrement qui est moindre, avec aussi, Dieu merci, des accents coloniaux qui sont quand même moindres aussi. Mais c'est vrai qu'on continue d'avoir ces aides-là encore aujourd'hui, mais avec des exigences qui sont, on va demander à ce que les gens viennent avec un projet pour bénéficier des aides, et notamment justifient d'études, d'une certaine poursuite d'études, d'un certain projet professionnel. Il faut fournir des papiers, remplir des formulaires, etc., etc. Et tout ça fait, encore une fois, comme je disais avant, que c'est plus difficile d'accéder à ces aides, alors qu'en même temps, les plafonds de revenus sont de plus en plus bas. Donc, c'est-à-dire que du coup, la partie de la population qui a à la fois assez de ressources pour construire un projet et venir candidater avec son dossier pour les aides, mais en même temps suffisamment peu de ressources pour être dans le plafond, il est de plus en plus réduit. Ok. Et est-ce qu'il y a un volet sur le retour vers les DOM dans ces aides? Alors historiquement, il y avait des possibilités pour les personnes qui partaient d'avoir un billet retour si ça se passait pas bien. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif de retour définitif. Par contre, pour les étudiants, par exemple, ils peuvent bénéficier, encore une fois, sous conditions et sous plafond de revenus, d'aide pour les billets d'avion pour rendre visite à leur famille l'été ou ce genre de choses. D'accord. Et d'une manière générale, pour le retour vers les DOM, est-ce qu'on sait étudier, en fait, est-ce qu'on connaît la fréquence? Est-ce qu'on sait s'il y a des retours durables? Par exemple, le cas de Yasmina, est-ce qu'il est plus représentatif que le mien? Alors, oui, il y a des retours durables. Oui, c'est assez fréquent, parce que rien que quand on regarde la population en fait des départements d'outre-mer, je crois que c'est près de 30% de personnes qui ont connu une période d'au moins 6 mois en dehors du DOM d'origine. Mais bien sûr, il y a aussi des gens qui restent toute leur vie. Et après, le retour le plus classique, c'est pas forcément celui de Yasmina. Celui qu'on a le plus en tête, c'est le retour pour la retraite. Notamment parce que, comme ce que vous avez d'ailleurs évoqué dans l'entretien, en fait, c'est quand on a une situation d'emploi, c'est très dur de s'en détacher pour retenter sa chance dans le DOM de départ. Donc, les personnes vont préférer attendre la retraite pour rentrer. C'est aussi lié à des contraintes très fortes, par exemple pour les fonctionnaires, pour qui c'est très difficile de se faire muter dans les départements d'outre-mer. Donc ça, c'est des contraintes qui font qu'on reste. C'est aussi lié, par exemple, aux enfants. Une fois qu'on a fait des enfants et que ces enfants sont, eux, ancrés dans l'Hexagone, c'est plus difficile de leur dire, maintenant, on va s'en aller. Donc plus, en fait, il y a une fenêtre d'opportunité, qui est celle de Yasmina, quand les enfants sont encore jeunes. Et en fait, à mesure qu'ils vont vieillir, c'est plus difficile, donc on va attendre pareil qu'ils soient grands, qu'ils soient adultes pour partir. Mais en fait, on observe des retours à tous les âges. Il y a aussi des gens qui qui comme prévu, juste après leurs études, rentrent dans les départements d'outre-mer. Ensuite, on a effectivement des gens qui vont rentrer plus à la trentaine, au moment où on commence à avoir des enfants, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a différents cas de retour selon les situations. Ok. Et pour conclure, est-ce qu'on peut tirer un enseignement de ces vagues de migration provenant de l'outre-mer pour la France? Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a ces mécanismes de déplacement? Et est-ce que il y a des bénéfices? Est-ce qu'il ça pose problème à un moment? Sur le long terme, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette question. D'une part, ce que ça nous renseigne, c'est que il y a des vrais problèmes de rapport aux inégalités ethno-raciales en France, que la France aime se targuer d'être colorblind, mais qu'en réalité, comme vous l'avez souligné dans l'entretien, il y a une attention portée à la race ou à l'origine ethno-raciale ou tous ces caractéristiques supposées des individus qui les altérisent, qui les font paraître comme différents. Et cette attention-là, elle existe, elle est très présente en France et elle produit de manière directe par des actes racistes ou des discriminations des inégalités, mais aussi de manière indirecte par des choses plus diffuses, plus inconscientes, plus structurelles, plus institutionnelles. Elles produisent ces situations, par exemple, qu'on pourrait qualifier de situations de déclassement. Donc ça, je pense que le cas des Outre-mer, il est particulièrement éclairant parce qu'il montre bien, attendez, là, c'est des gens, ils sont français depuis des générations, ils parlent français, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Donc c'est quoi la différence? Ah ben tiens, ils ressemblent pas aux autres physiquement, ou ils ont pas le même accent. Et donc du coup, ça nous permet vraiment de faire ressortir en fait ce problème qu'on a encore aujourd'hui, même si bien sûr il n'existe pas qu'en France. Hein. Donc ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est effectivement la question aussi de l'impact de ces migrations. Et c'est vrai que pour les personnes qui individuellement les vivent et s'installent assez bien dans l'Hexagone, il y a souvent un bilan qui est positif. Hein. C'est assez rare d'entendre des bilans qui soient complètement négatifs. En revanche, c'est vrai que on peut dire que c'est problématique du point de vue de l'État de se dire que la seule solution aux difficultés socio-économiques rencontrées dans les DOM, c'est de déplacer ces populations plutôt que d'être acteurs et actrices du développement de ces espaces-là, de créer des opportunités localement. Et en plus, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que si les jeunes qui sont les plus à même, donc ceux qui vont poursuivre des études supérieures, etc., ceux qui sont les plus à même de créer des projets qui vont être moteurs de développement, en fait, s'en vont dans l'Hexagone et ne reviennent pas forcément, eh bien, ça ralentit encore plus ou ça limite encore plus les opportunités de développement. Et par exemple, en Martinique, on est dans une situation qui est assez critique parce qu'on a un solde de population en fait qui est négatif parce que la population vieillit et qu'en plus les jeunes s'en vont. Et ça, c'est très compliqué. Merci. D'accord. Merci pour vos réponses. Merci à vous. C'était très intéressant d'échanger sur ces sujets. Pareil pour nous. Oui. Je pense là, c'était riche d'enseignements. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Totalement. Je me repose certaines questions sur moi-même. C'est la fin de cet épisode consacré aux migrations d'outre-mer françaises vers la métropole. Mais le sujet n'est pas clos et on va parler de cette migration dans d'autres épisodes consacrés à d'autres thématiques. On voudrait aussi vous entendre vous, les ultramarins, les ultramarines vivant ou ayant vécu en métropole. Quelle était votre expérience de migration? Ressemble-t-elle à celle de Greg et Yasmina? Mettez vos réponses en commentaire sur notre Instagram et notre Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou Spotify. Et n'oubliez pas, en tant que migrant, migrante, vous pouvez nous écrire pour participer dans Migraphone. L'écriture de l'épisode est réalisée par Greg et Ekat, l'enregistrement et le montage par Ekat, la musique par Rodrigo Leveman, les visuels par Iris Durand. Merci à Grégory Onestas, Greg, Yasmina Norval et Marine Haddad pour leur participation dans l'épisode. On se voit bientôt dans le prochain épisode qui sera consacré aux fêtes de fin d'année en migration.